Je m'appelle Johanna. J'ai 24 ans et je vis avec mes parents et mon jeune frère dans une petite maison à la périphérie de l'Ohio. J'ai un emploi stable dans une compagnie d'assurance. Le salaire n'est pas élevé, mais il suffit à couvrir les factures d'électricité, d'eau, d'Internet et la plupart des produits de première nécessité. En fait, si je n'avais pas géré les dépenses, le chauffage aurait cessé de fonctionner l'hiver dernier. Cette veille de Noël, je suis rentré à la maison après mon quart de travail, toujours enveloppé dans mon épais manteau, avec l'odeur du café persistant sur mes manches. Le sapin de Noël était paresseusement décoré de vieilles guirlandes lumineuses d'il y a 3 saisons. Ma mère, Diane, déposait une assiette de jambon sur la table. Mon père, Harold, était déjà assis au bout de la table, tenant un verre de vin, regardant le plafonnier comme s'il contenait les réponses à sa vie. Le dîner commença dans un silence lourd et gênant, interrompu seulement par le tintement des couverts et une légère chanson de Noël diffusée par la radio de la cuisine. J'ai mis de la purée de pommes de terre dans mon assiette et j'ai souri à mon frère, Tyler. Il a 17 ans cette année. Puis, mon père a soudainement posé son couteau sur la table. Le son aigu m'a fait sursauter. « Johanna, dit-il en me regardant dans les yeux. Tu es un fardeau et tu ne peux plus vivre ici. » Je pensais l'avoir mal entendu. Je me figeai, tandis que ma mère laissait échapper un rire sec, presque paniqué, comme si elle essayait de faire comme si ce n'était qu'une mauvaise blague. Mais le regard de mon père était mortellement sérieux. La pièce semblait gelée. Tyler s'arrêta en l'air, sa fourchette tenant toujours un morceau de poulet. Il m'a regardé avec de grands yeux, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Je pose lentement ma fourchette. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai demandé. « Vous m'avez entendu, dit-il d'une voix basse et ferme. Tu es resté ici assez longtemps. C'est ma maison, et je dis que ça suffit. Tu dois déménager. » Je ne pouvais pas parler. Je n'étais pas resté parce que j'avais besoin d'un endroit où vivre. Je pourrais me permettre d'avoir mon propre appartement. Je pourrais vivre de manière indépendante. Je suis resté parce qu'ils avaient besoin de moi. Papa a perdu son emploi il y a 3 ans et maman ne travaille qu'à temps partiel à la bibliothèque du lycée. Il ne pourrait pas faire avancer les choses sans ma contribution. Et maintenant, la veille de Noël, il me traitait comme un parasite. Maman a ouvert la bouche, mais papa l'a interrompu. J'ai pris ma décision. Diane, dit-il. Tyler les regarda comme s'ils étaient des étrangers. S'ils peuvent la mettre dehors aussi facilement. Sa voix se brisa. Qui est le prochain? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas de scène. Je n'avais pas besoin de crier ou de pleurer. S'il voulait que je parte, je partirais, mais il devrait être prêt à assumer le coût de cette décision. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise et les regardais. D'accord. Papa sourit légèrement, comme s'il venait de gagner une guerre silencieuse dans sa tête. Maman gardait la tête baissée, silencieuse. Peut-être qu'elle était abasourdie, ou peut-être qu'elle a cessé de s'en soucier depuis longtemps. Je me levai et portai mon assiette à moitié mangée jusqu'à l'évier. Je ne voulais pas passer une minute de plus à cette table. Avant de quitter la cuisine, je me suis tourné vers Tyler et lui ai fait un petit signe de tête. Il était la seule personne qui restait dans cette maison à laquelle je tenais. Personne n'a dit un mot. Seul le tintement des ustensiles continuait, mais il semblait que plus personne n'avait d'appétit. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé ma porte et j'ai commencé à emballer mes vêtements. Pas de larmes, pas de plaintes. Il voulait que je parte, alors j'y allais. Mais à partir de demain, ce chauffage deviendrait silencieux et cette maison serait vraiment froide dans tous les sens du terme. Je ferme la porte de ma chambre, les charnières grinçantes sonnant comme un dernier au revoir. Je ne pensais même pas à me disputer ou à mendier. Ils avaient pris leur décision, et moi aussi. Pas d'annonce, pas d'explication, juste de l'action. J'ai sorti ma valise de sous le lit, j'ai ouvert mon placard et j'ai commencé à plier les vêtements. Chaque chemise, chaque cahier, chaque petit accessoire que j'avais acheté avec le salaire des heures supplémentaires, rangé dans la valise silencieuse. Cette pièce me réconfortait autrefois lorsque le monde me paraissait trop lourd. Ce soir, ce n'était qu'un refuge pour quelqu'un qui n'était plus le bienvenu. Alors que je pliais mon dernier sweat à capuche, on frappa doucement à la porte. Johanna. La voix de Tyler était à peine un murmure. As-tu verrouillé la porte? Je me suis approché et je l'ai ouvert. Il entra, les épaules voûtées contre quelque chose de plus grand que le froid hivernal.
Tu pars vraiment? Ses yeux étaient rouges, mais Tyler était toujours fort. Il n'a pas pleuré, du moins pas devant moi. J'ai hoché la tête. Ils l'ont dit, n'est-ce pas? Et je n'ai aucune raison de rester. Tyler s'assit sur le lit, regardant autour de lui la pièce désormais vide. Mais si vous y allez, qui va payer l'électricité? L'Internet? Vous savez qu'ils n'en ont pas les moyens. Je n'ai pas répondu tout de suite. Tyler n'était pas stupide. Il le savait. Et c'est ce qui lui faisait peur. Je n'étais pas seulement sa sœur, j'étais la bouée de sauvetage à laquelle cette maison s'accrochait. Je sais, dis-je doucement. Mais je ne peux pas vivre toute ma vie comme un portefeuille ambulant, Tyler. Je mérite aussi de respirer. Je mérite une vraie vie. Il resta silencieux pendant un long moment avant de murmurer, « Je veux venir avec toi. » Je me suis figé. « Tu ne peux pas, dis-je doucement. Tu es toujours à l'école. Tu es encore mineur. Ils ne te laisseront pas partir. Alors et toi? Où iras-tu? Avec qui vas-tu rester? » Il a demandé rapidement, comme si je n'avais pas un plan parfait, je ne devrais pas partir du tout. J'ai expiré. Je vais rester quelques jours chez Marissa. J'ai assez d'économies pour louer un petit logement. J'ai toujours eu un plan. Je ne m'attendais tout simplement pas à l'utiliser aussitôt. Tyler baissa les yeux sur ses genoux, les poings serrés. Ils ne te méritent pas. Ils ne savent pas ce que tu as sacrifié. Je m'assis à côté de lui, posant ma main sur son épaule. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte c'est que tu ne sois pas entraîné vers le bas aussi. Attends juste encore un peu. Une fois que tu seras assez vieux, je t'aiderai à sortir. Il hocha lentement la tête, comme s'il mémorisait mes paroles. Tu m'enverras toujours des SMS, n'est-ce pas? Tous les jours? J'ai souri doucement, comme une promesse. Alors que Tyler quittait la pièce, il me jeta un dernier coup d'œil. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me tordait la poitrine, pas seulement de la tristesse, mais la terrible prise de conscience qu'à partir de maintenant, il vivrait avec deux personnes qui n'agissaient plus comme des parents. J'ai continué à faire mes bagages, vérifiant chaque tiroir et chaque coin pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important derrière moi. Au moment où j'ai posé ma valise près de la porte, il était presque minuit. La maison entière était silencieuse, comme si personne n'avait jamais vécu ici. J'ai sorti mon téléphone, me suis connecté à tous les comptes de facturation et j'ai commencé à supprimer mes informations bancaires de chacun, électricité, internet, eau, la carte de crédit secondaire que j'avais ouverte pour maman. Je les ai tous fermés en moins de 10 minutes. Aucun avertissement, aucune explication, car cela faisait 4 ans que je les prévenais par ma présence et ils n'ont jamais écouté. Alors que je descendais les escaliers avec ma valise, j'ai vu la lumière du salon briller à travers la fente sous la porte. Mais personne n'est venu me voir. Personne n'a appelé mon nom. Aucune excuse. Je pouvais même entendre la télévision continuer à jouer. Ils regardaient leur programme de Noël comme si de rien n'était. J'ai ouvert la porte sans me retourner. Le vent glacial m'a frappé le visage comme une gifle, mais je n'ai pas frissonné. Je me sentais juste libre. Pour la première fois depuis des années, j'ai chargé ma valise dans le coffre, me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai fermé la portière. Alors que mes mains se resserraient sur le volant, j'étais sûr d'une chose, ma vie ne serait plus dictée par quelqu'un d'autre. Et cette nuit de Noël a été le début de la vie que je méritais vraiment. J'ai quitté la rue qui m'avait emprisonné dans la souffrance depuis trop longtemps. Cette veille de Noël, il n'y avait pas de neige, mais à l'intérieur, j'étais gelé. Pas à cause du temps, mais du réveil. Avant, je pensais que j'aidais une famille, mais maintenant je savais que je ne faisais que permettre leur dépendance, et en signe de gratitude, je suis arrivé chez Marissa vers minuit. C'était une de mes proches collègues, vivant dans un appartement de 2 chambres à seulement 10 minutes en voiture de notre bureau. Lorsqu'elle m'a vu debout à sa porte avec une valise et des cernes sous les yeux, Marissa n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a simplement ouvert ses bras et m'a serré dans ses bras. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle, puis elle me conduisit dans le salon, où je dormirai pendant les prochaines semaines. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait au-dessus des rangées de vieilles maisons en briques, je me suis assis à la petite table en bois de Marissa, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mes représailles silencieuses. Je me suis connecté au portail de paiement des services publics. Dans la section compte, mon nom figurait toujours comme partie responsable. J'ai cliqué sur supprimer.
Une fenêtre contextuelle est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir quitter ce compte? Après la suppression, les factures ne seront plus automatiquement payées. J'ai confirmé. Puis sont arrivées la facture Internet, l'eau, le gaz et même le compte Amazon Prime que ma mère utilisait pour diffuser des films tous les soirs. J'ai supprimé les informations de ma carte de crédit de tous les systèmes. Pour eux, mon soutien était devenu un droit. Maintenant, ils comprendraient enfin la valeur de ce qu'ils tenaient pour acquis. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai expiré, non pas par satisfaction, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais fait quelque chose uniquement pour moi-même. Plus de factures à payer. Fini d'être exploité financièrement au nom du devoir familial. Les jours suivants se passèrent dans une paix rare. Je suis allé travailler à l'heure, j'ai dîné avec Marissa et j'ai lu avant de me coucher. Son petit appartement était simple mais chaleureux et, plus important encore, personne ne m'a crié dessus parce que je voulais avoir ma propre vie. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Mercredi après-midi, alors que j'organisais des dossiers au bureau, mon téléphone sonnait sans arrêt dans ma poche. 5 appels manqués de maman. De papa et un texto de Tyler, le courant a été coupé. Papa crie partout dans la maison. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je m'en souciais trop depuis trop longtemps. 1 heure plus tard, un autre message est venu de maman. Johanna, que se passe-t-il? Internet est en panne, la télé ne s'allume pas et ton père est furieux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu le message sans la moindre culpabilité. Il voulait que je parte. Il ne devrait pas s'attendre à ce que je continue à financer la maison qui n'avait plus de place pour moi. Ce soir-là, alors que Marissa et moi préparions un simple dîner, le téléphone sonna à nouveau. Je n'allais pas répondre, mais mon instinct m'a dit de décrocher. Johanna, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus de courant, les factures n'ont pas été payées et nous ne pouvons même plus regarder Netflix. La voix de maman tremblait, pleine de peur et de confusion. À votre avis, qui a payé tout cela ces 4 dernières années? Ai-je demandé calmement. Silence. Puis la voix de maman, douce, presque coupable, toi. Mais ton père pensait. Exactement, je lui ai coupé la parole. Tu as cru ce que papa a dit. Maintenant, vous devez tous les deux vivre avec vos choix. J'ai raccroché. À l'époque, je pensais que c'était fini. Je pensais qu'une fois les services fermés, il s'adapterait, mais j'avais sous-estimé la dépendance et la fierté de papa. Le lendemain, j'ai reçu un email de la banque. Alerte, tentative de connexion suspecte à partir d'un appareil inconnu. J'ai vérifié immédiatement. 3 tentatives de connexion infructueuses suivies d'une demande de réinitialisation du mot de passe. Mon cœur se serra. Un nom m'est venu à l'esprit. Papa. J'ai appelé Tyler. Sa voix était basse et tendue. Johanna, je pense que papa essaie d'accéder à ton compte bancaire. Je l'ai vu tenir le vieux cahier de maman où elle notait les mots de passe. J'ai serré le téléphone plus fort. Merci, Ty. Je m'en occupe. Je me suis assis et j'ai commencé à changer chaque mot de passe, compte bancaire, email, service de streaming et même application de livraison de nourriture. Couche après couche, la sécurité a été renforcée. Un message silencieux, je n'étais plus la fille obéissante qu'il pouvait contrôler. Je pensais qu'après avoir tout mis à jour, activer la vérification en 2 étapes et supprimer tous les accès, cela prendrait fin. J'espérais qu'ils apprendraient à se débrouiller seuls, mais j'avais tort. Ma famille ne savait pas comment vivre sans quelqu'un à blâmer. Et sans moi pour cibler, ils ont pris une spirale. 3 jours après mon départ, Tyler a envoyé un texto pendant mon quart de travail. Internet a été coupé ce matin. Hier soir, maman a dû cuisiner sur la cuisinière à gaz parce que le micro-ondes était mort. Ce matin, papa a frappé dans la boîte à fusibles. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé mon téléphone et pris une profonde inspiration. Je savais que cette maison sombrait dans le chaos et je savais que ce n'était que le début. Cette nuit-là, en sortant du bureau, j'ai vu 6 appels manqués de maman. Au 7e, j'ai décroché. Sa voix était rauque, pleurante, confuse et furieuse. Johanna, qu'as-tu fait? La maison est sombre, pas de télé, pas d'eau chaude. Ton père est en train de perdre la tête. Que as-tu fait? J'ai répondu calmement. J'ai seulement désactivé ce pourquoi je payais. À partir de maintenant, vous pouvez prendre soin de vous, non?
Vous ne pouvez pas faire ça. Maman a crié. C'est votre maison. Je pressai mes lèvres l'une contre l'autre, raffermissant ma voix. Non, c'est l'endroit où papa m'a mis dehors. N'oubliez pas que je ne fais que suivre les ordres. Silence. Seule une respiration lourde traversait la ligne. Finalement, elle murmura, « Ton père pense que tu essaies de te venger. » Je laisse échapper un rire sec et épuisé. Non, maman. Je vis juste ma vie. Ce qui te dérange, c'est que je ne la vis plus pour toi. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire un autre mot. Je n'avais plus besoin d'expliquer. Ils étaient habitués à mon endurance silencieuse. Il faudrait maintenant qu'ils s'habituent à mon absence silencieuse. Le lendemain matin, nouvelle alerte de la banque, tentative de connexion suspecte. Fraude possible. Bloqué. Je n'avais pas à me poser de questions. La seule personne suffisamment désespérée pour pirater mes comptes était papa. J'ai immédiatement appelé Tyler. Murmura-t-il en répondant, la voix pleine d'inquiétude. Johanna, je pense qu'il fouille dans les vieux cahiers de maman. Il n'arrête pas de crier qu'il doit récupérer ce qui appartient à la famille. Je fermai les yeux, sentant une oppression douloureuse dans ma poitrine. L'avez-vous vu utiliser l'ordinateur toute la matinée? Il continue d'essayer de se connecter et de jurer en cas d'échec. J'ai ri amèrement. Bien. Les alertes fonctionnent. Johanna, dit lentement Tyler. Il commence à dire des trucs bizarres comme « Cette fille pense qu'elle en est une, et je vais lui faire regretter. » J'ai un peu peur. J'ai saisi le téléphone. Si quelque chose d'étrange se produit, verrouillez les portes et appelez-moi immédiatement. J'ai compris. J'ai compris. Je garderai mon téléphone avec moi toute la nuit. J'ai raccroché, je suis retourné sur mon compte bancaire, j'ai augmenté le niveau de sécurité et j'ai bloqué tous les appareils étrangers. J'ai encore changé le mot de passe, cette fois-ci, composé de 16 caractères, rempli de symboles spéciaux, et j'ai tout lié à la vérification des empreintes digitales. Plus de failles. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Un malaise ennuyeux pesait lourdement sur ma poitrine. Le sentiment que ce n'était pas fini. Et j'avais raison. Le lendemain matin, alors que je sortais de la salle de bain, Marissa m'a appelé depuis le salon. Johanna, quelqu'un frappe à la porte. Je me suis précipité dehors, les cheveux encore mouillés, et j'ai vu son visage tendu. Qui est-ce? Pas sûr, mais il frappe fort. Je me suis glissé jusqu'au Judas. Mon cœur s'est brisé. C'était mon père. Il se tenait dans le couloir, les poings martelant la porte, les yeux injectés de sang, la voix résonnant. Johanna, ouvre-toi. Tu penses que tu peux t'en aller? Marissa m'a regardé, paniquée. Tu appelles la police? J'ai hoché la tête, composant déjà le 911. Alors que l'appel était connecté, j'ai regardé l'ombre qui martelait dehors et j'ai pensé, vous m'avez poussé hors de chez vous. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin dans ma vie maintenant. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille alors que papa n'arrêtait pas de claquer contre la porte en criant, Johanna, tu penses que tu es si juste. Tu penses que partir résout quelque chose? Marissa se tenait tremblante derrière moi, serrant la clé de la porte mais figée sur place. J'ai hoché la tête de manière rassurante, puis je suis retourné au téléphone. Oui, c'est mon père, mais il me menace et essaie de s'introduire par effraction dans l'appartement de mon ami. Le répartiteur est resté calme. Les officiers sont en route. Restez à l'intérieur et n'ouvrez pas la porte. Ils arriveront dans 3 minutes. J'ai raccroché, mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains restaient sur la serrure. Par le Judas, j'ai vu papa arpenter le couloir, marmonnant, criant, martelant la porte ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, murmura Marissa derrière moi. Cela est allé beaucoup trop loin. J'ai hoché la tête. Je sais, mais il doit comprendre. Il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Le bruit des sirènes transperça l'air. Alors que les feux rouges clignotaient dans la cage d'escalier, j'ai entendu les pas lourds des agents qui accouraient. On frappa doucement à la porte. Police, ouvrez. Restez calme. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Les policiers sont entrés en parlant fermement à mon père. Monsieur, vous dérangez la résidence et provoquez un trouble à l'ordre public. Nous avons besoin que vous partiez immédiatement. Mon père se tourna vers eux, le visage rouge. C'est ma fille.
J'ai le droit de lui parler. Un officier a gardé un ton calme. Pas comme ça, monsieur. Votre fille nous a appelés parce qu'elle se sentait menacée. Si vous ne partez pas immédiatement, nous devrons agir conformément à la loi. Je ne vais nulle part, rugit-il en se jetant soudainement vers moi comme pour essayer de me forcer à écouter. Je reculai, les paumes serrées, sentant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Immédiatement, les deux policiers l'ont maîtrisé. Monsieur, s'il vous plaît, gardez vos distances. Elle me doit. Elle n'a pas le droit de me traiter comme ça. Cria-t-il, la voix tordue par la rage. Je suis son père. J'ai des droits. Cette phrase, j'ai des droits, a résonné dans mon esprit comme le coup de grâce. Pendant des années, il avait utilisé ces mots précis pour imposer contrôle et manipuler. Mais aujourd'hui, je n'étais plus la jeune fille de 17 ans recroquevillée à table, effrayée par sa prochaine explosion. Je ne te dois rien, dis-je clairement, en croisant les yeux sur lui. Tu as choisi de me chasser de cette famille. Et maintenant tu devras vivre avec ce choix. Les policiers ont posé leurs mains sur ses épaules, lui ordonnant de se retourner. Alors que les menottes froides se fermaient, j'ai vu le regard dans ses yeux non plus celui d'un père, mais d'un homme qui avait perdu le contrôle. Johanna, tu vas le regretter, siffla-t-il. Vous paierez pour avoir trahi votre famille. Je n'ai rien dit. Je restais là, à le regarder être emmené, ses cris furieux résonnant dans le long couloir. Lorsque la porte se referma enfin, Marissa se rapprocha. Êtes-vous d'accord? J'ai hoché la tête, même si ma gorge était serrée. Je vais bien. Je ne pensais tout simplement pas que nous en arriverions là. Tu as fait ce que tu devais faire, dit-elle en serrant mon épaule pour me rassurer. Parfois, il faut être assez fort pour s'éloigner des choses qui nous font le plus mal. Je m'assis sur le canapé, les mains encore tremblantes. Mon téléphone a sonné. Un texto de Tyler, papa a été arrêté. J'ai répondu. Oui, mais ne vous inquiétez pas, restez sur place. Si quelque chose arrive, appelez-moi immédiatement. Je ne savais pas ce que demain me réserverait, si papa serait bientôt libéré ou s'il essaierait de revenir. Mais cette fois, j'étais prêt. Je n'étais plus la Johanna obéissante et silencieuse du passé. Je pensais qu'une fois papa emmené, les choses se calmeraient, mais j'étais trop naïf. À peine 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS qui m'a fait transpirer les paumes. Ma sœur, ta voiture est garée devant notre maison. C'était de Tyler. Je l'ai immédiatement appelé. Tyler, tu es sûr? Ma voiture est toujours garée chez Marissa. Je sais, mais ce matin, je l'ai vue juste devant notre maison. La fenêtre est légèrement baissée et il y a un sac de café que maman utilise habituellement à l'intérieur. Tu devrais venir voir. Je me levai d'un bond, le cœur battant. Ma voiture n'aurait jamais dû être là, d'autant plus que j'avais emporté toutes mes affaires personnelles avec moi. Il n'y avait qu'une seule possibilité, ma mère l'avait volée. J'ai appelé Marissa pour vérifier si la clé de rechange était toujours dans le tiroir chez moi, intacte. Elle a confirmé. Cela signifiait qu'ils avaient une copie de ma clé dont je ne connaissais pas l'existence. Et maintenant, ma mère, celle qui se comportait de manière pitoyable et cherchait désespérément de l'aide, avait secrètement pris ma voiture. Sans un mot, j'ai ramené la voiture de Marissa dans mon ancien quartier. Alors que je tournais dans la rue, j'ai vu ma voiture la berline bleu foncé avec les plaques familières garées tranquillement devant la maison. Mais calme ne voulait pas dire innocent. Je me suis arrêté, je suis sorti et je me suis dirigé vers lui. La poignée de porte était poussiéreuse, mais à l'intérieur du siège conducteur, il y avait une bouteille d'eau, des chaussures inconnues et même un reçu d'épicerie daté d'il y a 2 jours avec le nom de ma mère dessus. J'ai serré les poings, restant calme, et j'ai appelé Tyler. Tu es à la maison? Ouais, je suis là. Je suis dehors. Où est maman? Dans la maison. Je reviens tout juste de l'épicerie. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. J'arrive. Reste à l'étage et ne t'en mêle pas, d'accord? J'ai sonné à la porte. La porte s'ouvrit. Ma mère se tenait là, les cheveux attachés, tenant un petit sac à main noir. Son visage se crispa quand elle me vit. Yana, pourquoi es-tu ici? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu as pris ma voiture, n'est-ce pas? Elle se moqua légèrement, s'écartant pour me laisser entrer. Il était juste là, inutilisé. Vous ne le conduisiez pas.
Je l'ai juste emprunté un peu. Emprunté? J'ai laissé échapper un rire sans humour. Vous conduisez cette voiture depuis une semaine, en achetant de l'essence avec l'argent de qui? Et pourquoi le siège conducteur est-il incliné, comme si quelqu'un dormait dedans? Elle se détourna, posant son sac sur la table sans répondre. Je m'avançai plus loin, jetant un coup d'œil au salon où l'ordinateur portable que j'avais laissé sur l'étagère avait désormais disparu. Où est mon ordinateur portable? Ai-je demandé, le cœur battant. Elle se figea, puis répondit d'un ton égal. Je l'ai vendu. Pas d'excuse, pas d'excuse. Pour de l'argent? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. J'avais besoin d'acheter des médicaments pour ton père. Et cette maison a besoin de tellement de choses. Tu ne vis plus ici, donc tout ce que tu as laissé derrière toi est laissé derrière toi. Je suis resté là pendant quelques secondes, puis j'ai lentement sorti mon téléphone. Alors tu devras faire face aux conséquences. J'appelle la police. Je suis ta mère. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix monta de panique. Alors pourquoi as-tu pu voler ma voiture et vendre mes affaires? Dis-je calmement. Je t'ai pardonné une fois. C'est la deuxième fois et c'est la dernière. J'ai appelé le 911. Lorsque la police est arrivée, j'ai tout expliqué, montrant le reçu d'épicerie dans la voiture et récupérant les journaux de suivi GPS prouvant les déplacements de ma voiture dans la ville. J'ai clairement indiqué que je voulais récupérer ma propriété et que je voulais porter plainte pour vol. Au début, ma mère a essayé d'argumenter, mais lorsqu'on lui a demandé une preuve de propriété de la voiture ou de l'ordinateur portable, elle n'avait rien à montrer. Un officier s'est tourné vers moi. Nous lui demanderons de rassembler ce qui reste afin que vous puissiez le récupérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer une plainte officielle pour vol. J'ai regardé ma mère. Elle ne criait plus. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. Johanna, qu'est-ce que tu fais à ta mère, murmura-t-elle. J'ai répondu doucement, je fais ce que tu aurais dû m'apprendre, protéger ce qui m'appartient. Je me suis détourné sans me retourner. 3 jours après la visite de la police, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu penses que tu as gagné. Tu regretteras d'avoir trahi ta famille. J'ai regardé l'écran. Le message court et effrayant m'a fait raidir la colonne vertébrale. Aucune signature, aucun nom requis. Je savais exactement qui l'avait envoyé. Papa. J'ai vérifié les dossiers de la prison du comté via le portail public. Mon cœur s'est mis à battre quand j'ai vu les lettres rouges, libéré sous caution. La date de libération était ce matin, ce qui signifiait qu'il était absent depuis moins de 12 heures, et le message était arrivé peu de temps après. J'ai immédiatement envoyé un texto à Tyler. Papa est en liberté sous caution. Tu sais qui l'a posté? Quelques minutes plus tard, il a appelé. Sa voix était si basse que je dus m'efforcer de l'entendre. C'était oncle Marc, le vieux copain de papa. Hier, j'ai entendu papa appeler des gens pour demander de l'argent. Ce matin, oncle Marc est venu à la maison, a remis une enveloppe à maman et est parti. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sentant chaque muscle tendu. Marc, l'homme qui, autrefois, faisait appeler les flics dans tout le quartier avec ses soirées ivres. Si c'est lui qui a sauvé papa, ce n'était pas seulement un sauvetage. C'était une alliance. Et peut-être le début de quelque chose de bien pire. Johanna, continua Tyler. Hier soir, papa a dit qu'il allait te faire ressentir ce que c'est que d'être exclu de la vie de quelqu'un. Je pense qu'il prépare quelque chose. J'ai bondi et j'ai quitté le salon de Marissa. Elle cuisinait et quand elle a vu mon visage pâle, elle a paniqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père a payé sa caution. Et il vient d'envoyer un message de menace. Le visage de Marissa changea instantanément. Johanna, tu ne peux plus rester ici. S'il connaît cette adresse, tu penses qu'il reviendra? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Quelqu'un comme lui n'accepte pas la défaite. Il a déjà été arrêté une fois pour avoir pris d'assaut cet appartement. Maintenant, il n'a plus rien à perdre. Tu dois partir ce soir. Je me mordis la lèvre en serrant plus fort mon téléphone. Une partie de moi ne voulait pas partir. J'avais trouvé un peu de paix ici. Mais mon esprit était clair. Si je ne partais pas maintenant, quelque chose de pire arriverait. J'ai hoché la tête. Donnez-moi quelques heures. Je vais faire mes valises. Marissa m'a fait un rapide câlin.
Ce soir-là, j'ai appelé une collègue nommée Nora qui m'avait un jour proposé de me laisser rester avec elle lorsqu'elle avait appris que je n'avais pas encore de logement permanent. Je l'avais déjà refusé parce que je ne voulais alourdir personne, mais maintenant, il n'y avait plus beaucoup d'options. Nora a immédiatement dit, « Oui, apportez vos affaires à tout moment. Il y a une chambre libre. Vous n'avez rien à expliquer. » J'ai fait mes bagages rapidement et silencieusement. Pas beaucoup. Juste quelques vêtements, mon ordinateur portable, des documents personnels, le plus important. Pour le reste, je reviendrai plus tard si j'en avais l'occasion. À la tombée de la nuit, Marissa et moi avons tout chargé dans la voiture. Avant de partir, j'ai vérifié une dernière fois le système de sécurité. Caméra, serrures intelligentes, alarme téléphonique, tout était réglé. Marissa posa une main sur mon épaule. J'appellerai la police si quelque chose de bizarre arrive. Ne vous inquiétez pas pour moi. Prenez soin de vous d'abord. J'ai hoché la tête. Avant de monter dans la voiture, j'ai regardé une dernière fois le bâtiment. Ce soir, je ne m'enfuyais pas. Je choisissais de continuer à vivre de la bonne manière. Sur le chemin vers chez Nora, mon téléphone a de nouveau sonné. Un autre message du même numéro. Tu peux fuir, mais tu ne peux pas te cacher pour toujours. La famille est éternelle, Johanna. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris une capture d'écran et l'ai envoyée directement au service de police, avec mon précédent rapport. Dans la zone de description, j'ai tapé soigneusement chaque mot. Je suis menacé par celui qui était mon père. Je ne me sens plus en sécurité. Je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement. Mais je savais aussi autre chose. Je n'étais plus la fille qui endurait en silence. S'il voulait faire de moi une cible, cette fois, je serais une cible qui riposterait. Ce matin-là du week-end, je suis retourné à la vieille maison, l'endroit que j'appelais autrefois chez moi, pour récupérer ce qui restait. Je n'y suis pas allé seul. Un policier m'a accompagné en vertu d'une ordonnance civile d'attente que j'avais déposée 2 jours plus tôt. Tyler attendait déjà sur le porche. Il tenait un petit sac à dos, son visage montrant à quel point il était épuisé. « Es-tu sûr de vouloir y aller seul ?» demanda-t-il doucement, comme si même un bruit fort pourrait faire revenir tous les mauvais souvenirs. J'ai hoché la tête, puis je me suis tourné vers l'officier. Je suis seulement là pour récupérer mes affaires. S'ils interfèrent ou me touchent, veuillez intervenir immédiatement. La porte s'ouvrit. Ma mère était assise sur le canapé, tenant son sac à main comme si c'était la dernière chose qu'elle pouvait contrôler. Mon père se tenait dans la cuisine, le regard froid et silencieux. Je ne les ai pas regardés. Je suis monté directement à l'étage jusqu'à la pièce qui avait été mon seul refuge pendant 4 longues années. Le vieux placard avait été vidé. Mes affaires rangées dans 2 sacs en plastique. Certains objets personnels, livres, souvenirs et vieilles photos étaient éparpillés sur le sol. J'ai tout ramassé et je les ai rangés dans ma valise sans trop réfléchir. Ce n'étaient plus des morceaux de maison, juste des vestiges d'une vie dont je m'étais déjà éloigné. Quand je suis redescendu en traînant ma dernière valise, ma mère s'est levée brusquement. « Tu ne vas rien dire ? Après tout, tu vas juste partir en silence ?» J'ai fait une pause mais je ne me suis pas retourné. Ma voix était égale, sans émotion. J'ai dit beaucoup de choses dans le passé et tu n'as jamais écouté. C'était la faute de ton père, pas la mienne. Je me tournai, la regardant directement dans les yeux pour la première fois depuis des mois. Tu es resté silencieux pendant qu'il m'humiliait. Tu es resté là quand il m'a mis dehors la veille de Noël. Tu as vendu mes affaires comme si je n'existais même pas. Et tu penses que je te dois un au revoir ? Elle n'a pas répondu. Son regard tomba au sol comme pour essayer de disparaître. Mon père s'avança, toujours plein de colère. Vous pensez que couper les liens est la solution ? Vous ternissez votre propre famille. J'ai eu un petit rire froid. Non. Je vis juste ce que cette famille m'a appris. Si tu n'es pas respecté, ne reste pas. J'ai sorti de ma poche un document plié, une copie d'une requête en ordonnance de non-communication. Si l'un de vous envoie un autre message, se présente là où j'habite ou tente d'accéder à mes comptes, je le signalerai immédiatement. Et la prochaine fois, ce ne sera pas simplement un coup poli de la police. L'officier qui se tenait à côté de moi hocha la tête en guise de confirmation. Nous en avons fait note dans le dossier. Toute nouvelle menace sera traitée avec sérieux. Je me tournai vers Tyler.
Tu peux rester encore quelques mois, mais si cela devient insupportable, je pense ce que j'ai dit. Appelle-moi et je viendrai te chercher immédiatement. Il hocha la tête sans dire un mot. Entre nous, il y avait une confiance dont il n'était pas nécessaire de parler. J'ai quitté cette maison pour la dernière fois sans me retourner. Je ne voulais plus emporter de regard avec moi. Ni de ma mère, ni de mon père, ni des souvenirs qui pesaient autrefois sur mon cœur. Le même jour, j'ai changé de numéro de téléphone, annulé tous les comptes connectés à l'ancienne adresse et j'ai emménagé définitivement avec Nora. Elle m'a aidé à signer un bail pour un petit appartement près de mon entreprise. Calme, lumineux et surtout sécuritaire. Ils ont complètement coupé tout contact avec ma famille. Plus de messages, plus d'appels surprises, plus de peur à chaque fois qu'on sonne à la porte. J'ai passé les semaines suivantes à tout reconstruire à partir de zéro. Ouvrir un nouveau compte bancaire, acheter un nouvel ordinateur portable, aménager un nouvel espace de travail, accrocher moi-même chaque tableau au mur. Chaque petite action ressemblait à une déclaration. J'avais choisi cette nouvelle vie et je la méritais. Je savais qu'un jour, il pourrait essayer de tendre la main. Peut-être par le biais d'une lettre manuscrite, d'un parent éloigné ou d'une histoire divulguée sur les réseaux sociaux. Mais je savais aussi que cette fois je n'y retournerais pas. 2 années se sont écoulées depuis que je me suis fermement éloigné de mon ancienne famille, comme pour éliminer de ma vie une tumeur purulente. J'ai construit une nouvelle vie, petite, paisible et entièrement mienne. Mais au fond, j'ai toujours pensé à la seule personne toujours coincée là-bas. Tyler. Il a fait de son mieux. Il vivait tranquillement dans la maison que j'appelais autrefois chez moi, endurant la colère imprévisible de papa, les plaintes incessantes de maman et la froideur suffocante qui pesait sur la famille. Chaque fois qu'il m'envoyait un texto, Tyler essayait de paraître correct. « Je vais bien, ma sœur. Tout va bien. J'y suis habitué. » Mais je savais qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à s'habituer à être traité comme un fardeau, comme une ombre indésirable dans sa propre maison. J'ai tenu ma promesse. J'étais toujours à un simple appel. Mais Tyler était différent de moi. Il voulait repartir dignement, selon ses propres conditions. Je tiendrai jusqu'à 18 ans, a-t-il dit un jour. Je ne veux pas qu'il dise que j'ai abandonné à mi-chemin. Et puis ce jour est enfin arrivé. Quand Tyler a eu 18 ans, il n'a pas organisé de fête ni publié quoi que ce soit en ligne. Il m'a simplement envoyé un court texto, « Ma sœur, je suis prête. » Je suis venu le chercher le lendemain matin. Le sac à dos noir sur son épaule ne contenait que quelques vêtements, quelques livres et une petite photo encadrée. Une photo de nous quand j'étais à l'université. Personne n'est venu le voir partir. La vieille maison restait silencieuse, les fenêtres bien fermées, les rideaux tirés comme si même la lumière du soleil pouvait révéler le vide intérieur. « Tu n'emportes pas grand-chose avec toi ?» ai-je demandé pendant que nous chargions son sac dans le coffre. Tyler haussa les épaules et fit un doux sourire. « Le reste ne vaut pas la peine d'être apporté. » Il a emménagé dans les dortoirs du collège communautaire où j'avais étudié autrefois. Je l'ai aidé à s'inscrire, je lui ai acheté des fournitures et nous avons dîné simplement dans un magasin de nouilles à proximité. Nous étions assis l'un en face de l'autre, souriant comme 2 personnes qui s'étaient enfin réveillées d'un long cauchemar. « Tu penses qu'ils vont essayer de te retrouver ? » ai-je demandé sans croiser son regard. « Certainement, répondit Tyler, étonnamment calme. Mais je ferai ce que tu as fait. » Coupe-leur la parole. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Je lui serrai fermement la main, incapable de cacher à quel point j'étais fier de lui. Depuis, nous sommes restés en contact étroit. Parfois, il appelle juste pour se vanter d'une bonne note ou pour rire d'un colocataire bizarre ou d'un professeur obsédé par le café glacé. Mais chaque fois qu'il appelle, je l'entends. Sa voix devenait plus claire, plus libre, n'étant plus alourdie par les attentes des autres. Et mes parents ? Après que Tyler et moi sommes partis, tout s'est complètement effondré. Papa ne pouvait pas conserver un emploi longtemps, se battant constamment avec les patrons, démissionnant, puis passant à un autre emploi sans issue. Maman a accepté un poste à temps partiel dans une petite épicerie, mais son salaire ne pouvait même pas couvrir les factures. En moins d'1 an, ils ont été expulsés de leur vieille maison pour loyer impayé. Aux dernières nouvelles d'un parent éloigné, ils vivaient dans un appartement délabré dans l'est de la ville, un quartier connu pour son taux de criminalité élevé et ses conditions de vie terribles. Ils ont envoyé une lettre à mon ancienne adresse, transmise par quelqu'un que nous connaissions à peine.
À l'intérieur se trouvait un paragraphe court et amer rempli de reproches et de quelques supplications désespérées. Mais je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire ni plus rien à donner. Tout ce que j'avais, je l'ai utilisé pour reconstruire ma propre vie. Fini les dettes envers le passé. Un après-midi d'automne, Tyler et moi étions assis au bord de la rivière après les cours, la brise jouant avec nos cheveux, le soleil couchant peignant le ciel en orange. Il s'est tourné vers moi et a souri. Tu sais, peu importe ce qui arrive, je suis reconnaissant de t'avoir. Sans toi, je ne croirais probablement pas que je pourrais vivre une vie différente. Je lui serrai la main et levai les yeux vers le ciel vibrant. Et je le sais avec certitude. Rien ne vaut la peine de se sacrifier pour ceux qui refusent de changer. Nous n'avions pas besoin d'une famille traditionnelle. Nous avions juste besoin l'un de l'autre. Deux enfants qui se sont égarés un jour. Nous avançons maintenant sur un chemin que personne ne pourrait nous forcer à emprunter. Notre histoire ne consiste pas seulement à laisser derrière nous une famille toxique. C'est la preuve que nous avons le droit de réécrire notre propre vie. Parfois, pour trouver la paix, il faut abandonner des relations qui n'apportent que de la douleur, même si elles sont liées par le sang. Le bonheur ne vient pas d'une endurance sans fin. Cela vient du courage de se lever et de se choisir, même si cela signifie repartir avec rien d'autre qu'une valise et un tout nouvel espoir.